Vous ne souhaitez pas avoir d'enfant, bien que votre mari en ait émis le désir, en a parlé avec vous. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Ben, je lui ai dit que s'il voulait s'en occuper, que quand l'enfant était malade, il n'allait pas travailler, qu'il l'amenait tous les matins à l'école, qu'il allait le récupérer, qu'il lui faisait à manger, il n'y avait pas de problème. Je lui faisais un enfant. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il m'a dit, ben, je crois qu'on va pas en avoir. Ça a été clair. L'instinct maternel, ça vous évoque quoi? Je pense que je l'ai, j'adore les enfants. Chez les autres, non. J'adore les enfants parce que je suis professeure de danse classique. Donc, je suis tout le temps en contact avec des enfants. Et quand je rentre le soir, j'ai envie de m'occuper que de mon mari. Et je suis très bien. Et ça me fait... Les enfants, ça me fait peur. J'ai l'impression que ça va mettre des conflits entre mon mari et moi parce que j'ai du mal à comprendre comment deux êtres différents, mon mari est complètement différent de moi, on va s'entendre pour éduquer un petit enfant. Lui, il est plutôt lymphatique, moi je suis plutôt... Quand dynamique. il va lui dire, voilà, et quand il va lui dire, ben, on fait rien, ça va... Enfin, je sais pas, j'ai du mal à comprendre comment on peut s'entendre. Vous avez peur que ça fasse du mal à votre couple, quoi? Oui. Et puis... Vous n'avez pas peur de ne pas savoir aimer cet enfant, c'est pas ça, non? Ah non, pas du tout, parce que je suis sûre que si je fais un enfant, je vais lui consacrer tout ce qu'il faut, et c'est ce que je veux pas, parce que ça va me prendre toute ma vie. Ça choque quelqu'un, ce discours? Moi, ça me choque, oui. Moi, ça me choque parce que j'ai pas pensé faire un enfant. L'enfant est venu. Voilà. Oui, mais voilà, c'est ça, enfin, pour moi, c'est ça le problème. Et quand il était là, il était Ben là. voilà, et... mais moi, je réfléchis avant et je me dis, ça va. Ben oui, non, oui, mais moi, je réfléchis pas. Oui, mais non, mais ça va. Moi, je me dis, je vis le bonheur avec mon mari, c'est parfait. Je suis arrivée dans ma vie, la danse classique, ça m'a apporté énormément. Je suis très heureuse et je me dis, je réfléchis, je suis arrivée à un idéal de vie. Et qu'est-ce que je vais faire à un enfant? Et ça va tout mettre... Pour moi, ça va tout gâcher, ça va me perturber. Ça vous inspire quoi, Sophie? Au premier abord, je serais choquée, mais je dis pas je peux comprendre madame parce que j'en ai pas les facultés. Mais je dis que personnellement, je respecte son choix de vie. À quoi bon donner la vie à un être avec lequel on ne sait pas trop comment faire si on sent qu'il va gâcher sa vie? Non, je sais très bien. Non, elle sait, elle se dit qu'elle sait qu'elle saurait être une mère. Moi, je me suis occupée des enfants de ma sœur, qui en a eu 3, et je me suis occupée de 3 enfants en même temps pendant 3 mois tous les étés pendant 5 ans. Et je sais, et c'est quand j'ai vu toutes les contraintes, et j'ai dit non, moi je supporterais pas d'être avec un bébé tout le temps comme madame, ça, tout le temps avec moi, là, ah non, je supporterais pas ça. Ça serait comme un... Je veux dire, une femme existe en tant que femme. Voilà. Si elle veut être mère, en plus, elle est mère. Mais de là à dire qu'on existe comme femme que lorsqu'on est mère, c'est la négation d'ailleurs du personne couple. n'a dit ça. Donc, mais ce que dit madame est très juste. Elle dit qu'elle a préféré son couple, c'est son droit, c'est son choix. Et je trouve qu'elle fait preuve d'une très grande lucidité. C'est vrai qu'il faut réfléchir avant. Et en plus, je pense... moi, j'aime aimer une personne dans toute une vie. Moi, ça me comble. J'ai l'impression que j'arriverai pas à en aimer 2, 3 pareils. Moi, j'en aime un, et puis j'espère que ça durera tout le temps. Mais je pense que j'aurais du mal à donner la même chose à mon mari, à mon enfant, à mon métier. Voilà, moi, ce qui me choque, c'est que je trouve qu'on parle beaucoup on y pense, on y réfléchit, on a raison, on n'a pas raison, et on ne parle pas d'instinct, qui justement, l'instinct, c'est quelque chose qui vous est venu au dehors du raisonnable, qui est au-dessus justement de tout à ce à quoi on peut penser, parce que finalement, quand on y pense, on n'a pas d'enfant, effectivement, quand on y pense vraiment à la base. Voilà, c'est tout ce que et oui, mais pourquoi, tout le monde me dit ça. Dans ce cas-là, on ne se marie pas non plus. On se marie pas non plus. Ah si. Ah si, on se marie. Non, dans ce cas, on ne fait rien. Alors on est là que pour faire des enfants. Bien sûr que non, bien sûr que non. Parce que si on mais il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas dans la vie si on réfléchit trop. Donner la vie, c'est important, c'est énormément de il faut y réfléchir. Il y a même une grande différence aujourd'hui par rapport justement, par exemple, au début du siècle, c'est qu'on a le choix. Et c'est qu'on a la possibilité d'avoir un enfant quand on en a envie. Et là, bon, moi, je suis pas toujours d'accord avec Madame Halimi, c'est l'instinct maternel, je pense qu'il y a quelque chose quand même. Le choix et le droit d'avoir un enfant quand on en a envie et quand on en a besoin éventuellement et quand on se sent prête, et si on n'est pas prête et si on n'en a pas envie, ben moi vous avez utilisé le terme de besoin, je pense que Joël peut réagir là-dessus. Vous avez dit en préparant l'émission que certains couples faisaient des enfants par ennui, donc peut-être pour besoin de contrer l'ennui, je pourrais dire, par curiosité, pour construire, et qui passent parfois... Parce qu'ils n'ont pas de chien. Parce qu'ils n'ont pas de chien, voilà, parce que, non, elle n'a pas dit ça. Et qui passent parfois à côté de leur propre vie. Est-ce que vous ressentez quelque chose de tel chez certaines de nos invités? Je vais faire un tour, je vous prie. Aïe, aïe, aïe.
Non, mais par exemple, madame, ça me choque parce que moi, j'ai l'impression que le mari, il n'a pas eu trop de choix. De toute façon, le mari, quelque part, il subit parce qu'il y a tout le temps cet enfant-là. Et moi, j'ai l'impression, enfin, je sais pas, moi, oui, ça m'a choquée. C'est qu'une impression, parce qu'on a vécu... il est là, votre mari? Non, il n'est pas là. C'est ce qu'il pense, ça, qu'il n'a pas le choix que... Non, il ne pense pas ça du tout. Lui, on a vécu plusieurs années ensemble avant de décider d'avoir cet enfant. Et d'ailleurs, lui était plus pressé que moi. C'est moi qui mettais le frein. Maintenant, c'est l'inverse. Quand en fait, moi, j'ai éprouvé ce besoin d'avoir un enfant qui, pour moi, concrétisait notre amour, quoi. Non, mais j'ai l'impression que c'est-à-dire que c'est pas, vous faites pas plaisir à vos enfants quand vous les allaitez, c'est à vous que vous faites plaisir. Ouais, on a l'impression. Donc il y a quand même un manque. Pour moi, il y a quelque chose qui est un peu bancal. Voilà. Lorsque vous dites que je ne fais pas plaisir à mon enfant quand il tète, ça c'est... C'est vous qui le dites. Si, ça lui fait, mais au départ, non, ça lui fait très plaisir à l'enfant. Mais au départ, c'est un besoin de vous, pas de lui. Bien sûr qu'il y a Moi, je dirais que c'est... Non, mais ça, là, pour le coup, il y a un truc qui n'est pas obligatoire, mais qui est naturel, hein, puisque les femmes sont capables de donner du lait. Donc, c'est pas quelque chose de complètement anti-naturel. Gisèle. C'est la durée, vous voulez. C'est la durée, voilà. C'est l'excès dans l'allaitement. Jusque-là, oui. Je crois que si l'enfant vraiment n'aimait pas ça, parce que moi, j'ai repoussé mon fils à la naissance, on l'a mis au sein alors que j'étais à moitié dans les sur l'allaitement. Non, mais il a aimé ça, quoi. Ça, il l'a pas. Mais ça, c'est sûr, un enfant. Et si la mère, ça aimera. Même papa, je vous en prie, Mélissa. Non, mais je disais, il va pas dire non plus. Voilà. On ne peut pas le forcer, non. Lorsque Madeleine, si elle fait du bruit, c'est vrai que je me dis j'ai l'arme fatale, je peux la calmer. Et si elle n'est pas du tout décidée de téter, elle va me pousser, elle va me dire non, pas téter. Vous pensez que c'est irréversible comme choix? Non. Ah. Je pense que peut-être, je ne sais pas ce que me réserve la vie, j'en sais rien. Je pense que je suis très décidée, mais s'il y a un événement que je ne contrôle pas, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire... Si vous tombez enceinte, là, sans... Ah non, ça risque pas. Vous ne pas tomber enceinte comme ça, non. Je crois que... Vous ne faites pas l'amour, vous voulez dire par là? Non. Ah, la contraception, j'avais oublié les combats de Gisèle, excusez-moi. Heureusement, on a d'autres moyens. Ce que je voulais dire en rejoignant Joël, quand elle dit c'est un remède contre l'ennui, de mon expérience d'avocate, moi, je dois dire, j'ai vu des couples qui venaient pour se séparer et qui après disparaissaient ou se réconciliaient et qui faisaient un enfant pour se réconcilier. Alors ça, c'est... Tout ce que je peux vous dire, il y en a plein. non, ce que je peux vous dire, c'est que, je vous assure, tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai vu qu'une exception dans mon cabinet en 40 ans, tous ces couples-là qui ont fait un enfant pour la réconciliation se sont séparés avec un enfant de plus et 2 ans plus tard, ou 3 ans, ou 5 ans et plus les tard. Pauvres enfants, donc il y a des tas de motivations qui ne sont pas celles de la responsabilité et de la lucidité d'en vouloir un enfant. Il faut quand même séparer le bon grain de l'ivraie. S'il y avait un instinct maternel, comment vous expliquez l'infanticide? Alors justement, par les effets de l'inconscient, par les effets de l'inconscient, vous dites. Vous aurez l'occasion d'en parler avec une femme qui apportera son témoignage d'ici quelques minutes, Catherine. Oui. Et je pense qu'il y aura un débat moral et maternel et juridique à avoir avec elle. La parole à Sylvia avant ce témoignage et avant le reportage qui concerne le petit Hugues, qui, s'il n'avait pas été aimé, stimulé par sa maman activement, très souvent, fréquemment, au point madame qui était avocate aussi a arrêté d'exercer son métier. Ça, oui. Hugues a 8 ans aujourd'hui et c'est un petit garçon qui se débrouille alors qu'il était dans un état dit végétatif chronique par les médecins au moment de l'accident. Sylvia, vous avez connu aussi une situation très difficile, la naissance d'un enfant trisomique 21. Votre deuxième enfant, vous avez 25 ans. Comment vous a-t-on appris son handicap? Parce que quand il est arrivé... Quand c'est un accouchement normal, c'était donc mon deuxième accouchement, tout s'était bien passé, détendu. Et au moment de la naissance, donc j'avais un élément de comparaison, c'était ma fille qui avait 2 ans de plus. Il y avait quelque chose de difficilement palpable, de pas normal. Bon, j'étais la seule à accoucher ce jour-là. La sage-femme, qui ne devait pas avoir trop d'expérience, me dit « il a une tête rigolote ». Moi, ça ne me faisait pas trop rigoler, mais... Visiblement, elle n'avait pas compris la nature du problème. Vous l'avez compris, vous, immédiatement? Moi, j'ai eu un flash, j'ai eu une vision, mais c'était vraiment un flash. Et je l'ai pris sur mon ventre. Et rapidement, les collègues ont emmené Romain en chambre chaude en disant il a une température trop basse et donc on ne peut pas le laisser avec vous. Puis, fatiguée par l'accouchement et tout, je me suis endormie. Et pendant la nuit, j'ai rêvé que Romain décédait.
Et aux premières heures de la matinée, et je me suis précipitée en chambre chaude pour aller voir, parce que vraiment, c'était une angoisse vraiment très profonde. J'avais peur qu'il se soit passé quelque chose dans la nuit. Et je vois mon Romain en train de dormir comme un bienheureux, je le prends et je dis, bon, il doit avoir faim, comme de 23h, 6h du matin. Je le mets au sein et il ne tète pas, rien ne se passe. Et bon, je me dis... je trouvais toujours des excuses, toujours des bonnes raisons. Je lui dis, il est fatigué, une naissance, ça fatigue, donc je le remets au lit. Et puis, sagement, 3 heures après, comme il est dit dans les livres, je retourne essayer de l'allaiter, et puis ça ne marchait toujours pas. Alors j'avais pris ma douche avec un savon, je me dis le savon devait sentir un peu fort, et ça ne doit pas lui plaire, et donc il ne tétait toujours pas. Et personne vient me voir, enfin aucun personnel paramédical vient me voir. Et à midi, donc la surveillante m'appelle dans son bureau, le pédiatre voulait me voir, et le pédiatre m'a dit vous n'avez rien remarqué chez votre enfant? Je lui ai dit si, il est mongolien. Et puis c'est parti, évidemment, je l'avais remarqué, évidemment. Mais bon, je ne voulais pas me faire à cette idée-là, je me disais on ne me dit rien, donc c'est pas ça, enfin. Et donc on m'a laissé c'est un mot que moi j'avais prononcé. Je me suis dit le pédiatre ne se sent pas la force de le prononcer, il préfère me laisser le faire moi. Et c'est très rare hein, pour les femmes de 24 ans, j'avais. Vous avez 24 ans. On fait les amniosynthèses à partir de quel âge? 38. 38, ouais. Et puis bon, il y a 15 ans, c'est un cas sur 100 000 ou sur 10 000, c'était un petit peu moins... Oui, non, ça se pratiquait moins qu'avant. Comment s'est posée la question de l'abandon de cet enfant au moment où il arrivait sur Terre, ou quasiment quelques heures après en tout cas? Est-ce que vous avez dû batailler contre votre instinct maternel? C'était quelque chose, déjà j'ai complètement perdu toute raison. Je crois qu'on est complètement ailleurs. On est à la fois, on a l'impression de vivre un cauchemar, et puis on dit c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui va nous réveiller, on va dire non, tu as fait un mauvais rêve, comme j'ai rêvé qu'il était décédé, non, c'est pas. Et puis en fait, on en rajoute une couche à chaque fois. On voit la surveillante, on voit les infirmières, on voit l'assistante sociale, et qui nous disent les unes après les autres. Ça va être difficile d'élever un enfant différent, et puis vous avez une petite qui a 2 ans, elle va avoir un petit frère trisomique, ça va être difficile. Et tous ces arguments-là, moi qui n'avais plus toute ma tête, je me suis laissée aller quoi, à cette décision-là. Et donc vous êtes rentrée chez vous sans enfant? Et je suis rentrée à la maison sans enfant. C'est une sensation absolument étrange en tout cas. C'est une sensation qui est véritablement... physiquement c'est un trou, c'est un vide. C'est croiser dans l'ascenseur une femme enceinte qui vient pour accoucher. C'est rentrer à la maison, mon mari avait vidé la chambre des affaires du bébé. C'est se dire, voilà, on rentre et on avait préparé la petite à la naissance du petit frère et il faut lui dire ou pas lui dire. Lui dire quoi? Rien, parce que je n'avais pas les mots à l'époque pour lui dire. Et aux autres, qu'est-ce que vous avez dit? Et j'ai eu d'autres enfants après. Mais qu'est-ce que vous avez dit à votre entourage? À mon entourage, c'était aussi quelque chose de difficile. La famille, j'ai parlé de l'abandon à la famille et j'ai été jugée, j'ai pas été comprise du tout. Avec le recul, j'arrive à comprendre parce que c'est vraiment très choquant de se dire on a voulu un enfant et on l'abandonne parce qu'il est différent, on lui laisse pas sa chance. Mais moi, j'attendais pas ça de ma famille, j'attendais un soutien, j'attendais de l'aide, j'attendais une écoute. Et mes collègues de travail, je me rappelle très bien avoir téléphoné à une collègue de travail et pour lui dire voilà, j'ai accouché, mon enfant est trisomique et j'ai décidé de l'abandonner. Tu dis au collègue qu'il est décédé. Et je me rends compte après, ce que j'ai pu lui faire subir, ma collègue, on en a reparlé après. Elle a dû dire partout que votre enfant était mort. Et elle a dit partout que mon enfant était décédé. Et au niveau du voisinage, c'est pareil. J'ai dit partout que mon enfant était décédé. Mort. Et un mois plus tard, seulement un mois plus tard, vous revenez sur votre décision. Vous n'êtes pas beaucoup plus mûre, vous êtes encore une jeune maman, même si vous avez déjà un enfant. C'est-à-dire que vous décidez de quoi? De le reconnaître à ce moment-là? C'est le reconnaître administrativement? C'est le reconnaître comme étant votre fils? C'était bien plus progressif que ça. En fait, moi, je suis rentrée de la maternité, j'étais à la maison et seule avec ma petite de 2 ans et j'essayais de trouver les mots pour lui expliquer ce qui s'était passé et puis évidemment je ne les trouvais pas et puis j'étais seule. Chaque fois que je pensais à mon fils, j'avais des montées de lait, je me vidais les seins dans les Kleenex et puis rapidement, c'était vraiment une douleur physique, vraiment jusqu'au bout des ongles, c'était quelque chose on a du mal à trouver les mots, quoi. Votre mari ressentait quelque chose de comparable? Mon mari était plus distant, il a un petit peu suivi, quoi, plutôt que... par rapport à l'abandon, il est plus distant par rapport à
par rapport à son fils, quoi. Et il a suivi dans ma démarche qui a consisté à reprendre Romain. Vous l'avez reconnu à ce moment-là? Alors il a été en fait déclaré avant qu'on connaisse le diagnostic. Puisque donc j'ai accouché un vendredi soir et mon mari le samedi matin a été le reconnaître, sachant que les mairies étaient ouvertes que le samedi matin, très très vite. Et donc pour à la fois nous faciliter l'abandon, parce qu'en fait dans une situation comme ça, l'abandon est très très facile, pardon. L'abandon est très très facile, on a plein de conseils, et entre autres le conseil d'abandonner le livret de famille, de le perdre ou simuler une perte, et puis d'aller c'était un lapsus révélateur d'abandonner le livret de famille, de perdre le livret de famille et d'en faire un autre en omettant l'existence. Donc créer un morceau de son histoire et même l'existence d'un enfant. Ça paraissait tellement simple sur le papier. Ça vous a pris 3 ans et demi avant de l'accueillir à la maison? La démarche que j'ai pu faire donc, devant cette douleur, c'est que j'ai essayé de contacter, de savoir s'il n'existait pas d'autres possibilités. Entre l'abandon, je ne pouvais pas me résoudre à abandonner mon fils, et le reprendre à la maison, je ne m'en sentais pas capable du tout. Donc j'ai rencontré des personnes qui m'ont conseillé le placement familial spécialisé, c'est-à-dire une assistante maternelle spécialisée pour prendre en charge. C'est une famille d'accueil? C'est une famille d'accueil, mais qui est spécialisée pour accueillir des enfants porteurs de handicap. C'est des gens qui ont un courage incroyable. C'est une famille extraordinaire avec qui on entretient toujours des relations très très chaleureuses. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit, je ne peux pas abandonner Romain. Et je suis allée, avec mon mari, signer la procédure de rétractation. Ce n'est pas le terme exact juridique, mais... C'est de la culpabilité, c'est l'instinct de maman. Moi, je pense que c'est l'amour pour l'enfant. C'est pas de l'amour, j'ai pas eu le temps de l'aimer en fait. C'est là que je sens que c'est vraiment l'instinct. Parce que cet enfant, je l'ai voulu, je l'ai porté. Et physiquement, il me manquait quelque chose. C'était vraiment un manque physique. Je voulais quand même raconter un petit peu cet épisode qui me conforte dans cette idée que l'instinct maternel existe quelque part. C'est qu'au moment où on a signé cette procédure de rétractation, je suis allée seule au siège social, pas au siège social, au siège de l'aide sociale à l'enfance qui se trouve dans Fer-Rochereau. Je suis arrivée seule, j'étais plus vite que l'administration parce que les personnels d'accueil n'étaient pas au courant que la procédure de rétractation avait été signée. Et donc j'ai dû attendre l'autorisation d'aller voir mon fils. Et la puéricultrice me dit, on est très très inquiète pour Romain parce qu'il s'alimente mal, parce qu'il est hypotonique comme tout enfant trisomique, mais véritablement on avait presque l'impression d'une dépression chez lui, enfin quelque chose de... Et elle me dit justement c'est l'heure du biberon, si vous voulez essayez de lui donner. Et moi j'avais été séparée de lui pendant 1 mois. Et je me suis assise sur une petite chaise, parce qu'il n'y a pas de grande chaise, entourée de plusieurs enfants qui venaient là pour voir ce que faisait cette dame ici, avec ma petite poupée de chiffon dans les bras, et puis évidemment les grandes ours. Et je lui ai donné le biberon et il l'a pris en 1/4 d'heure, et c'était son premier biberon complet qu'il a pris depuis sa naissance. Et là, je me suis dit, on va faire le chemin ensemble, quoi. Chacun s'interroge sur ce qu'on peut penser d'une chose pareille à propos de cet instinct maternel que nous évoquons ce soir. Est-ce que c'est de l'amour ou de l'instinct? Je ne sais pas.